Nous allons donc voir la cinquième session de cette science du plasma. C'est un peu la découverte pour les débutants, hein. Donc toujours avec Monsieur Kesch qui est fidèle au poste et qui a créé cette ligne de cours pour justement permettre un accès aux gens qui ne sont pas du tout dans le coup et qui veulent s'intéresser à ça parce que c'est quand même quelque chose de très attractif pour l'avenir. Et donc, je vais d'abord vous lire la clause de non-responsabilité qui dégage un petit peu la Keshe Foundation. Clause de non-responsabilité. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication, mais il appartient aux visiteurs d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, donc cinquième session, les acides aminés. Je vous rappelle que ce cours est inspiré du cours de mon ami Alexandre Skorik, canadien, enseignant brillantissime de la Keshe Foundation. Et donc, on s'est retravaillé en version française avec des schémas et des choses que j'ai un petit peu ajoutées. Chacun fait, au niveau des enseignants, chacun fait un petit peu suivant son ressenti. Vous verrez que le ressenti, ce soir, il est important, hein. Donc, nous sommes le 22 avril. Nous allons démarrer rapidement, en sachant quand même que, au niveau de la playlist des sessions, notre ami Jean-Sébastien a mis la session numéro 4 en ligne, et je vous rappelle que vous pouvez visiter les 4 sessions précédentes sur l'adresse HTTPS qui figure sur la diapo. Donc on n'est pas dans les universités, comme a dit le créateur, il n'y a pas d'université dans l'univers. Pas de diplôme, n'importe qui peut recevoir la connaissance universelle. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont des doutes, qui ne sont pas tranquilles et qui ne sont pas sûrs d'eux. Il ne faut pas paniquer avec ça, franchement, nous on est là pour vous aider. S'il y a un problème, vous nous écrivez ou on en parle et on essaiera de le résoudre ensemble, mais franchement, c'est à la portée de tout le monde. Ayez confiance. Ayez confiance. Il ne s'agit pas d'avoir des diplômes et puis les diplômes ne comptent plus. C'est écrit, Monsieur Kesch l'a dit, il a raison. Alors donc, Pasquet n'est pas encore dans sa station orbitale, nous on y est déjà, et on fait notre 5e tour avec les acides aminés ce soir, hein. Donc c'est super sympa, on le précède. Ce qui est très important, et l'autre jour, je ne sais pas si j'en ai parlé, il est très important que vous ayez une vue globale de cette science, comme je l'ai dit au tout début, hein. Et il faut absolument que justement le pont des connaissances entre les nouveaux arrivants et les plus anciens, on va dire, se construise pour justement communiquer et préparer bien sûr les personnes qui veulent s'intégrer dans cette science, les préparer à s'investir, sans qu'il y ait justement d'erreurs d'appréciation au départ. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Internet, avec des gens qui n'avaient pas fait la démarche que vous faites ce soir, et qui se sont plantés, qui disent quand même pas mal d'erreurs. Donc les 2 autres niveaux, pensez-y déjà, parce que bon, moi honnêtement j'y pense aussi.
Et si vous voulez faire les deux autres niveaux, eh bien pourquoi pas. Ce sont des niveaux qui sont un petit peu plus hauts que celui d'aujourd'hui, enfin de celui que vous suivez, hein, mais qui vont entrer un peu plus en profondeur avec de nouvelles informations, donc c'est pas à négliger, hein. Au niveau du programme, après les acides aminés, on aura les formations étoiles, ça sera la semaine prochaine. Ensuite, l'état de plasma dynamique, le futur du plasma, et puis je me pose la question honnêtement de savoir si j'aurais pas une neuvième séance avec vous, parce que il y a des choses qui méritent d'être un petit peu plus délayées. Au fur et à mesure qu'on monte dans la connaissance, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc je suis en train de regarder ça de près pour justement vous faciliter les choses. Alors bien sûr, hein, comme tous les cours que je dispense, c'est pas moi qui les ai créés, hein. C'est Monsieur Kesh qui a créé, enfin qui a écrit 3 livres, et on s'est inspiré de ces 3 livres pour justement vous proposer ces séances, hein. Le livre 1, eh bien c'est l'ordre universel de la création des matières. On en a longuement parlé la séance dernière. J'espère que vous n'avez pas été trop choqués, que vous avez pu rêver à de belles choses. Et ensuite, on a le livre numéro 2 qui est la structure de la lumière. Alors ça c'est quand même un truc extraordinaire. On en parlera dans 15 jours un petit peu. Je vous mettrai un petit peu l'eau à la bouche, comme ça je vous inciterai à venir sur les autres modules un peu plus médium et puis un peu plus haut encore. Le 3e livre, il concerne l'origine de l'univers. Et bien sûr, à chaque fois, c'est la science du plasma, la matière plasmatique, et à chaque fois, il y a aussi quand même des termes nouveaux qui sont expliqués. Alors, on va commencer tout doucement. Vous savez que, bien sûr, l'univers a été créé à partir d'une énergie qui est toujours en mouvement. On a vu la semaine dernière qu'à partir de 2 couples de champs magnétiques, on arrivait à créer des choses. Et bien c'est un petit peu ce qui s'est passé sans vous dévoiler tout d'un seul coup. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi pour l'univers. Et cette énergie, elle est dynamique parce qu'elle bouge beaucoup. Alors bien sûr, dans la physique classique, j'en sais quelque chose. On aime bien tout calibrer, mesurer, bien sûr quantifier, mais en fait, bon, ça c'est valable à un instant T. Pourquoi? Parce que cette énergie, elle est en mouvement perpétuel. Alors donc, les formules de Monsieur Einstein et puis de plein d'autres, hein, elles sont valables, mais dans un temps très limité ou dans un environnement spécifique. Souvenez-vous de la boîte que je vous ai expliquée, la boîte dans laquelle se trouve la physique classique à l'heure actuelle et qui finalement ne peut pas trop bouger. Dans cette session, eh bien, on va quand même réfléchir un petit peu encore, hein, puisque on a vu la dernière fois que la création de la matière, eh bien, c'était avec l'interaction de 2 rayons qu'on appelle des PMTX, plasmatiques et magnétiques, qui créent au bout du compte une condition grave d'équilibre dans une sphère d'énergie. Cette sphère d'énergie elle-même crée ces champs magnétiques et gravitationnels, et elle est en recherche d'équilibre avec sa voisine, toujours. Alors je ne reviens pas là-dessus parce qu'on pourrait y passer des heures et des heures, c'est un sujet extraordinairement intéressant, on aura l'occasion d'y revenir dans les modules supérieurs. Alors après, bien sûr, on est tous des créateurs, plus ou moins, hein. Alors dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et vous voyez la figure qu'il y a là, on peut distinguer soit un personnage de bande dessinée qui joue du saxo, soit un visage d'une belle dame. Et donc, bon, mais ça dépend de votre point de vue, hein. Alors on va naviguer là-dessus de temps en temps, je vous le rappellerai à un certain moment. Parce que bon, votre point de vue, votre création, eh bien, on peut se poser la question de savoir si cette création, c'est une destruction. On a vu que à certains moments, on pouvait dégrader un petit peu les ordres de grandeur. Donc, c'est pas tout à fait une destruction, mais c'est un rétrogradage. Et de toute façon, on peut dire que la destruction, c'est une forme de création. Voilà. Alors, cette création ou cette destruction, cette forme de création, elle dépend essentiellement de vous et de votre point de vue. Alors,
quand vous décidez de la façon dont vous créez quelque chose, ça dépend de votre niveau de prédisposition. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire une sculpture, par exemple, vous allez créer une sculpture que vous allez imaginer. Si vous la montrez à vos amis, ou si vous faites un magnifique plat de poisson cru, par exemple, pour les Tahitiens, eh bien, vous allez avoir une, une approche, disons, différente par rapport à vos convives ou par rapport aux gens qui vont regarder votre sculpture. Et en fait, vous aurez des points de vue différents pour la même création. Hein, ça illustre bien, le 6 et le 9 qui est juste en dessous, ça illustre bien ce que je veux dire. Hein, sachant que une chose est une chose, rien n'est rien, mais une chose est une chose pour la personne qui l'a créée, qui peut aussi être autre chose pour les autres personnes. C'est un peu philosophique, mais c'est la vérité. Revenons au PMTX qu'on a vu l'autre jour, les rayons plasmatiques et magnétiques qui s'enroulent. On ne sait pas si à la base on aura une destruction ou une création. Parce que on verra plus tard que ces PMTX, eh bien, ils peuvent très bien s'enrouler ou passer à côté. Hein. Dans le cas où ils s'enroulent, justement, on a une création avec, à partir de deux formes simples qui sont stabilisées et qui, par l'interaction de ces rayons, vont créer une boule d'énergie. Parallèlement à ça, je vous rappelle qu'on a défini dans le coin de la boîte là, un référentiel qui est en 3 dimensions sur lequel on peut rapporter des résultats ou rapporter des projections de force ou de tout ce qu'on veut, ou de vitesse, ou tout ce qu'on veut dans la physique, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un référentiel qui nous permet de fixer les choses comme il faut. Si on n'avait pas ce référentiel, on ne saurait pas comment dire, figer les choses pour pouvoir travailler avec, en faisant simple. Donc là, on a ces référentiels, et justement, ces référentiels, ils nous servent pour commencer à observer un petit peu ce qui se passe au niveau de la boule. Alors, la boule, elle n'est pas représentée ici, elle est simplement symbolisée par les axes X et Y. Les PMTX, une fois bien enroulés, ils vont créer une boule, et cette boule aura donc son référentiel avec deux axes perpendiculaires X et Y. Cette boule va avoir sa propre énergie. On sait que cette énergie, elle est toujours positive, elle arrive de quelque part, elle n'arrive pas de nulle part, c'est très important, c'est-à-dire qu'elle a été créée au départ par la confrontation gentille, on va dire entre guillemets, de deux couples de champs magnétiques qui ont émis des PMTX, qui les ont expulsés, on va dire, et ces PMTX se sont accoquinés pour créer cette énergie. Alors bien sûr, ce sujet-là, on le prolongera dans les niveaux 2 et 3. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu justement par rapport à la semaine dernière ou même à ce que je viens d'évoquer? Question bête, mais d'où viennent ces deux formes simples des PMC? Elles sont toujours sous cette forme comme le montre la photo, ou elles peuvent varier? Elles peuvent varier, mais elles sont toujours... déjà, ce sont des rayons magnétiques, donc ils sont parfaitement identifiés. Ils sont parfaitement identifiés. Là, c'est une vue d'ordinateur, hein, et tout dépend d'où ils sortent. En fait, quand ils sortent des confrontations de champs, les champs magnétiques et gravitationnels qui les ont expulsés, ils n'ont pas du tout la même énergie. Donc, ça affecte complètement les caractéristiques de chaque rayon magnétique. Pour répondre à ta question, ça veut dire que, en clair, on n'a jamais les mêmes PMTX. D'accord? Ah, d'accord, d'accord. Ils sont invisibles, mais est-ce qu'on peut les sentir? Oui, on peut les sentir. Mais bon, Bon, merci. on est quand même très très entouré, il y en a partout, et je pense qu'on est sur Terre grâce aux acides aminés, en l'occurrence, et on a été créé pour ne pas les sentir forcément tous les jours. Hein. Enfin, bon, c'est évident ça. Hein. Autrement, on ne serait pas bien. Ça veut dire qu'on ne serait pas dans l'environnement équilibré qui nous convient pour vivre. Hein. D'accord, merci beaucoup.
Alors, vous savez que on a vu aussi ça, il y a, je ne sais plus dans quelle session, mais on a vu que l'énergie pouvait être sous forme de paquets d'énergie, hein. Et si on examine l'eau, qui est, je vous le rappelle, enfin vous le savez déjà, fondamentale pour la vie, bien sûr, hein, l'eau qui est composée de 2 hydrogènes et d'un oxygène, eh bien, il y a ces trois atomes qui forment la molécule d'eau. Eh bien, ça constitue une unité unitaire, entre guillemets, d'énergie, constituée d'un oxygène qui est, je vous le rappelle, pauvre en énergie, et deux hydrogènes qui sont négatifs et qui sont très riches en énergie. Rappelez-vous l'histoire du ballon de football, qui est avec le rapport entre la surface de la peau et le volume intérieur. On avait vu ça, je crois que c'était la session numéro 2. Rappelez-vous que l'atome d'hydrogène est beaucoup plus petit, 20 fois plus petit que l'atome d'oxygène. Il a beaucoup plus d'énergie que l'atome d'oxygène. Donc c'est lui qui est un petit peu le maître là-dedans. Il est magnétique. Alors, bien sûr, dans une molécule d'eau, il y a un équilibre, puisque on a quand même, autrement il n'y aurait pas de molécules d'eau, hein, bien évidemment. Et donc l'équilibre des champs, c'est un champ Magrave. Il y a toujours le même écoulement d'énergie, puisque on peut toujours faire l'analogie avec le globe terrestre. Alors rappelez-vous toujours d'une chose, quand vous êtes un peu perdu, dans un système que l'on vous explique avec des champs magnétiques et gravitationnels, référez-vous toujours au globe terrestre, avec le pôle sud qui est gravitationnel et le pôle nord qui est magnétique. Vous savez que l'énergie va remonter, puisque l'énergie sort du magnétique, fait le tour et re-rentre par le gravitationnel, pour faire simple. Cette énergie, elle n'est pas constante, on le verra tout à l'heure. Elle s'écoule, et donc le flux, il est de bas en haut, du pôle sud vers le pôle nord. Alors, là je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je vais vous parler de la dissociation ionique de l'eau. Alors c'est un mot savant, mais en fait vous allez vite comprendre ce qui se passe. La vue de gauche vous montre une molécule d'eau, H2O, hein. Et puis il faut vous dire que l'hydrogène c'est le porteur de l'énergie absolue, et c'est aussi un grand voyageur. Il ne s'attache pas. C'est un petit peu, sans être péjoratif, c'est un SDF de tout le système. Là, il se balade. Et donc, la molécule d'eau peut perdre un atome d'hydrogène. Alors, comment ça se passe? Quand vous avez... alors, je n'ai pas tout représenté parce que ça ferait trop de planches, et puis c'est pas très intéressant. Je vais vous le dire oralement. Quand vous utilisez de l'eau, que ce soit pour vous laver, que ce soit pour faire la vaisselle, que ce soit pour nettoyer la voiture, c'est-à-dire toujours quand il y a des actions de frottement et de nettoyage, eh bien vous avez automatiquement un cisaillement électronique suite à un contact. C'est-à-dire que l'eau, dès qu'elle est en contact avec votre peau, avec votre vaisselle, votre voiture ou ou ce que vous voulez, eh bien il y a cette dissociation. Il y a toujours un atome d'hydrogène qui s'en va et qui part vivre sa vie ailleurs. Alors l'atome d'hydrogène, rassurez-vous, il ne vit pas tout seul, il va se repositionner, il n'y a aucun problème pour lui, mais en attendant, la pauvre molécule d'eau, eh bien, elle a perdu son atome d'hydrogène, il lui en reste qu'un, et là il y a une transformation qui se crée, justement parce que le niveau de force de l'hydrogène est bien supérieur à celui de l'oxygène, eh bien on va se retrouver avec une goutte d'eau qui est beaucoup plus costaud que initialement au départ. Elle est donc, elle est donc négative, et l'hydrogène qui est parti, eh bien lui il va s'acoquiner ailleurs, ou se dissoudre. Ça s'appelle l'hydroxyle. Alors ça, on a ça tous les jours quand on se lave ou quand on fait la vaisselle, hein. Ça c'est... Vous allez regarder votre vaisselle différemment maintenant, ou votre eau de vaisselle. Donc, cette dissociation ionique de H2O, on est passé à H plus OH.
Alors, bien sûr, l'équilibre Margrave initial que j'évoquais il y a deux diapos, eh ben, il est complètement rompu, hein, et on se retrouve avec un hydroxyle qui a un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Voilà. Alors, quand on la boit, cette eau, eh bien, on a la même chose, c'est-à-dire que l'hydrogène va profiter à tout notre système à nous, notre corps, hein, et donc l'oxygène et l'hydrogène vont partir. Il restera un atome d'hydrogène. Alors bien sûr, je vous rappelle que l'eau est essentielle à la vie. Je suis désolé de voir toutes les pollutions qu'il y a. Et bon, nous, on travaille beaucoup avec la Fondation pour justement la dépollution. Il faut le savoir. Alors on utilise le CuO. C'est un gaz qui est à base de cuivre et d'oxygène. Je reviens un petit peu en arrière avec la création de la matière. La création de la matière, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une force qui est en mouvement. Elle passe parce que l'énergie passe. La création, c'est de l'énergie, et l'énergie est une force en mouvement. Cette force, elle peut être de signe positif ou négatif. Comme on vient de le voir, elle est basée sur le rapport surface-volume. Plus on a d'énergie, plus on a de négativité, c'est-à-dire le signe est négatif. Et plus la force est importante, plus elle est négative. Et le négatif, c'est du magnétique. Le magnétique donne, et la force positive, qui est gravitationnelle, elle prend. C'est encore une fois ce qui se passe sur le globe terrestre. Alors, cette énergie, je vous le rappelle aussi, on l'avait vu dans la session numéro 2, elle peut circuler librement, elle peut même traverser, par exemple, l'atmosphère, la magnétosphère de la Terre, ou elle peut être associée à un état, c'est-à-dire qu'elle va s'accrocher, elle aura une prédisposition pour intervenir. C'est ce qui figure dans cette diapositive, hein, où on voit que finalement l'énergie, elle est créatrice, hein, puisque la création passe par l'énergie, et cette énergie rentre dans la magnétosphère, elle peut émettre, elle peut être absorbée, elle peut cheminer autour, lâcher un petit peu d'énergie et repartir. Elle fait ce qu'elle a à faire au niveau de la prédisposition, et dès que l'énergie est épuisée, eh bien elle repart. On va voir aussi que la Terre a besoin de cette énergie, forcément pour équilibrer ses champs. Et nous, en tant qu'humains, nous avons à notre niveau le même comportement et le même fonctionnement que la Terre, c'est-à-dire qu'on prend de l'énergie et on en relâche aussi. Je reviens aussi sur le fait que le pôle Nord, c'est l'énergie magnétique. Cette énergie magnétique, elle est pilotée par les forces de répulsion, c'est-à-dire qu'on expulse beaucoup d'énergie par le pôle Nord. Rappelez-vous aussi de la goutte d'eau, hein, enfin la molécule d'eau, pardon, et on a la même chose. Et l'énergie gravitationnelle, elle est pilotée par les forces d'attraction, c'est-à-dire qu'elle absorbe l'énergie. Alors, c'est un échange perpétuel. L'énergie que je vous ai montré, la diapositive suivante, qui rentre, qui sort, elle va complémenter un petit peu l'équilibre pour que justement le champ Margrave soit constant. Hein. Et donc c'est très important que l'énergie de l'univers pénètre dans la magnétosphère terrestre. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de choses qui se passent, hein, parce que la magnétosphère, comme je l'ai écrit là, c'est un peu comme notre peau. Hein. On n'aurait pas de magnétosphère, on serait complètement grillé, hein, parce que le soleil, je vous le rappelle, il est en face de nous tous les jours, et cette protection, elle est due à la force des champs magnétiques et gravitationnels terrestres, hein. Mais il y a malgré tout de l'énergie qui peut passer à côté, c'est-à-dire qui va peut-être toucher d'autres planètes, ou carrément sortir du système solaire. Et puis il y a de l'énergie qui va passer à travers la Terre sans avoir aucune influence. Elle ne va pas mener de création.
Ça veut dire que la Terre n'a pas d'affinité avec cette énergie, dans ce cas-là. C'est merveilleux parce que tout est complètement équilibré. L'équateur, pour nous, au niveau de la fondation, on dit que c'est la ceinture terrestre. Et puis les pôles, on dit que ce sont le lien imaginaire entre l'équateur et la magnétosphère. Et je serais tenté de dire même entre le centre, le noyau terrestre et la magnétosphère. On va rentrer tout doucement dans le sujet de ce soir avec la table périodique des éléments. Vous savez, je l'ai déjà évoqué, je crois, au départ de ces sessions. Les acides aminés sont constitués par 4 éléments, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Donc, communément, on dira que ce sont des COHN ou CHON, tout dépend comment on peut parler, mais enfin, carbone, oxygène, hydrogène, N, c'est l'azote. Et ils sont tous répertoriés, comme le montrent les flèches, dans le tableau périodique des éléments. Ils sont classés par leur numéro atomique. N, c'est nitrogène, c'est azote en anglais, ça se dit nitrogène. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là, s'il vous plaît? Ou pas? Très bien, je continue. Quand on regarde la table périodique des éléments, on voit que tous les éléments, ce sont tous les éléments que l'on trouve sur Terre, ils sont classés par rapport à une seule référence, c'est la masse atomique de l'hydrogène, qui est égale à 1. Je ne rentrerai pas dans les détails à ce niveau du cours, pour expliquer pourquoi la masse de l'hydrogène est égale à 1. Toujours est-il il faut simplement retenir que c'est la référence. L'hydrogène, il est complètement à gauche en haut, avec la flèche rouge dans le tableau périodique, et on dit que donc, cette masse est égale à 1, et on compare tous les autres éléments par rapport à cette masse référence. Ainsi, pour la flèche noire, on a le carbone a une masse atomique de 6, l'oxygène 8, l'hydrogène 1, et l'azote 7. Alors bien sûr, si on fait la comparaison, puisque on est quand même, pour les acides aminés, concentré sur ces 4 éléments, eh bien le carbone, on va dire qu'il a une masse atomique qui est égale à 6 fois celle de l'hydrogène. L'oxygène, il a une masse atomique qui est 8 fois plus importante que celle de l'hydrogène. Et l'azote, il a une masse atomique qui est 7 fois plus importante que celle de l'hydrogène, puisque l'hydrogène, c'est la référence. Alors qu'est-ce qui se passe? Déjà, je serais tenté de dire qu'il faut oublier la figure que je vous montre là, puisque là on est dans la physique classique, mais en fait nous, je vous rappelle on essaie de gérer des champs magnétiques et gravitationnels, on est dans l'état plasmatique de ces éléments. Malgré tout, on peut voir que dans cette noria que j'ai appelée des éléments azote, oxygène et carbone, on voit que la contribution de l'hydrogène avec le carbone produit de l'azote. Alors je ne rentrerai pas non plus dans les classifications au niveau des atomes, parce que c'est un peu compliqué, on le verra après, mais il faut retenir ça. La combinaison aussi de l'hydrogène qui est encore là avec l'azote produit de l'oxygène. On voit que aussi dans toutes les écritures, on sait que l'azote entre dans la composition de l'atmosphère basse, j'insiste bien là-dessus, l'atmosphère basse, c'est-à-dire celle qui nous touche tous les jours, pour près de 81%. Nous, en tant qu'humains, et puis les animaux respirent de l'oxygène, et on expire bien sûr du dioxyde de carbone, du CO2. Alors on peut se demander quand même où est passé l'hydrogène, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'hydrogène dans l'atmosphère. Et quand on regarde un tableau que j'ai été pêché sur internet pour la composition de l'air en basse altitude, eh bien on voit que l'azote arrive bien à pour près de 80% dans la composition de l'air en basse altitude. Il est suivi par l'oxygène pratiquement à 21%.
Après, on a du dioxyde de carbone, mais bon, heureusement, en beaucoup plus faible quantité, au niveau des pourcentages en volume, hein. Mais on voit que l'hydrogène, lui, alors là, il est pratiquement absent. Alors il y a quand même un souci. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, l'explication, il faut la chercher en très très haute altitude. C'est-à-dire que la confrontation des champs magnétiques du Soleil avec ceux de la Terre, on a cette fameuse frontière jaune qui est la magnétosphère, mais il y a justement confrontation des champs dans cette zone-là, et il y a une création d'azote qu'on va appeler azote plasmatique, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans les champs plasmatiques, champs magnétiques et gravitationnels. L'azote est donc créé par ces interactions de champs, et il finit par pénétrer dans la magnétosphère, il crève la magnétosphère, et il rentre dans le giron des champs magnétiques et gravitationnels de la Terre. Alors, forcément, là, il se passe des choses, puisque je vous rappelle que dans l'atmosphère terrestre, il y a quand même de l'oxygène et du carbone, et puis il y a donc cet azote qui rentre, et en fait, il y a pas une confrontation, mais il y a disons, une transformation, on va dire, qui est créée par la présence d'azote et qui capte bien sûr tout l'hydrogène. Et cet hydrogène, il reste bien sûr dans cette zone qui est quand même très très haute en altitude, hein, et on peut constater aussi qu'il y a, à contrario de tout à l'heure, puisqu'il y a du carbone et de l'oxygène dans les basses altitudes, ici dans la haute altitude, il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a ni carbone ni oxygène. Alors, si on fait le bilan de tout ça, on a donc en zone basse, on va avoir du carbone et de l'oxygène, et puis en zone beaucoup plus haute, on va avoir de l'hydrogène et de l'azote. Tout ça, ça va quand même finir par se mélanger un petit peu, et donc l'azote qui est dit azote plasmatique, c'est un combiné avec de l'hydrogène. Ces 4 atomes d'hydrogène vont venir se greffer sur l'azote et il va y avoir une espèce de perte d'altitude et la combinaison avec les éléments de carbone et d'oxygène va engendrer les acides aminés. Mais les acides aminés, ils sont un peu comme l'hydrogène qui est baladeur, et bien eux, ils ont des affinités particulières. Joël, Oui, bonjour, c'est Marie-Noël. bonjour Marie-Noël. Bonjour, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire là, la combinaison entre le CO et le HCl, je crois, c'est ça qui crée les acides aminés? Alors, les acides aminés sont créés par la combinaison de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. C'est les 4 éléments. Et là, je suis en train d'expliquer, tant bien que mal, comment ça se passe par rapport à 2 couches qui sont complètement dissociées à la base, au départ. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la haute altitude, dans laquelle on va avoir donc de l'hydrogène et de l'azote, et puis la basse altitude, où on va avoir du carbone et de l'oxygène. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, au fur et à mesure que l'azote se charge d'hydrogène, eh bien, il y a une perte d'altitude, et forcément, à un certain moment, il va y avoir une rencontre entre les habitants, entre guillemets, des couches basses, et puis les habitants des couches plus hautes. Ouais. Donc, on va avoir une sorte de melting pot de tout ça, et ça va créer des acides aminés. Ok, merci. Alors, bien sûr, on s'aperçoit, quand on regarde de plus près le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, que l'azote, il est quand même commun dans la réaction du carbone et de l'oxygène. Et on voit qu'à chaque fois, si on étudie bien le schéma, mais bon, c'est pas forcément ce soir qu'on peut le faire, mais le carbone, il est quand même bien présent, et assez souvent présent, hein. L'hydrogène, lui, eh bien, à chaque fois, il est actif parce que, comme vous pouvez le voir dans toutes les transformations, il est là, il est présent, hein. Il apporte des choses, hein.
Le carbone, eh bien, il réalise des connexions, tout simplement, hein. Et l'oxygène, qui lui, finalement, est le parent pauvre, hein, parce que il est assez gravitationnel, on le voit très très peu, et c'est pour ça qu'on en a très peu au niveau du sol. Alors justement, en parlant des altitudes, l'azote, qui est donc le facilitateur de création, il est en haute altitude avec l'hydrogène. Ils sont tous les deux, et le carbone et l'oxygène sont dans les zones beaucoup plus basses. Ceci étant posé, on a quand même, au bout du compte, l'azote, l'hydrogène, le carbone et l'oxygène qui sont positionnés pour créer les acides aminés. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre sur les acides aminés? Donc les acides aminés, ils sont classés. Alors, la représentation qui est ici, bon, c'est une représentation d'un acide aminé caractéristique, le myristique. Il a 14 atomes de carbone. Vous voyez, ils sont classés par nombre d'atomes de carbone dans le tableau, hein. Ensuite, il y a les températures de fusion. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais les températures de fusion, elles sont directement liées avec le nombre d'atomes de carbone, hein. Et puis, bon, il y a des noms communs que je suis infichu de retenir par cœur, parce que bon, ça ne m'intéresse pas trop, mais ils ont des noms assez sympathiques, pour certains, puis d'autres qui sont vraiment indigestes. Alors, tout ça, ce sont des acides qu'on appelle les acides gras, et ils sont à base de carbone. On va voir comment ça se passe. Et donc, nous, je vous rappelle qu'on est considéré comme étant organique, c'est-à-dire à base de carbone. Donc déjà, il y a un petit indice sur la possibilité qu'ont les acides aminés de nous intéresser en tant qu'humains, et même pour les animaux, en tant qu'animaux en général. Je prends par exemple l'acide aminé stéarique qui a 18 atomes de carbone. Alors on regarde des schémas qui sont établis et qui donnent un petit peu l'ossature d'un acide aminé. Alors, mis à part les extrémités, ce qui vient tout de suite à la vue, ce sont des combinaisons de 2 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone. L'atome de carbone est centré par rapport aux hydrogènes. On voit qu'il n'y a pas de trou dans la structure, on dirait une arête de poisson, hein. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis les poissons au tout début de la session. Et d'un autre côté, quand même, on s'aperçoit qu'on a, côté gauche, là, côté queue du poisson, on voit quand même qu'il y a un hydroxyle, OH. L'hydroxyle, c'est bizarre, j'en en ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, de l'autre côté, sur l'autre branche, il y a un oxygène. Et tout à fait à l'opposé, côté tête du poisson, eh bien, on a de l'hydrogène. Alors, il y a une extrémité. Ça, je vous demande de me croire, parce que moi, je n'ai pas été fouillé jusque-là, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la vérité, d'autant qu'on va pouvoir se l'expliquer après. Il y a une extrémité côté queue, c'est-à-dire côté hydroxyle, qui est du carboxyle et qui est soluble dans l'eau, et puis l'autre qui est soluble dans l'huile. On ne va pas s'attarder là-dessus, il faut simplement retenir ça. Vous avez une arête de poisson avec tout ce qu'il faut, il n'y a aucune arête qui est cassée, tout va bien. Il y a un côté qui est soluble dans l'eau, l'autre est soluble dans l'huile. Tous ces acides-là, ils sont à base de carbone. Vous avez compris pourquoi? Parce que, en fait, le carbone, c'est l'épine dorsale des acides aminés. Et bien sûr, tous ces acides gras, ils sont liés à l'hydrogène, par le carbone. Alors, on revient un petit peu dessus, là, avec les émoticônes. On a donc de l'hydroxyle. Et puis là, on a donc un équilibre finalement, hein, puisqu'on a de l'hydrogène de part et d'autre du carbone, et on dit que c'est un acide gras qui est saturé. Alors vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est un acide gras saturé. Au niveau de la charge, vous vous rappelez, la charge c'est l'énergie, c'est la force qu'il y a. On se rappelle que le carbone, qui est affecté d'un plus, eh bien, il a une énergie qui est plus faible que celle de l'hydrogène, hein. Et donc,
l'hydrogène est affublé d'un signe moins, qui est rouge pour le magnétique, et le carbone, c'est du plus, qui est moins fort, et qui est gravitationnel. Rappelez-vous aussi ce qu'on a vu il y a 15 jours, je crois, par rapport aux lignes de flux. On avait des lignes de flux sur différentes couches, avec, on avait parlé justement, c'était à propos des GANS, hein, vous vous souvenez, on avait par exemple la ligne de flux numéro 6 qui est sur la figure là, qui avait une énergie très faible, et au fur et à mesure que le GAN se créait, les particules solides, eh bien, elles descendaient, elles changeaient de ligne de flux, elles étaient en transition puisqu'elles descendaient jusqu'au fond du bocal. Et bien là, nous n'avons pas de bocal, mais c'est pratiquement la même chose, c'est-à-dire que l'énergie, elle va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre entre la queue du poisson et la tête du poisson, puisque d'un côté on a de l'hydroxyle, on va dire, plus un oxygène, et de l'autre côté on a un hydrogène. C'est-à-dire que comme l'hydrogène est beaucoup plus fort, eh bien l'énergie, rappelez-vous de la Terre tout à l'heure, l'énergie côté gauche de la vue, là, c'est comme le pôle sud, et côté tête, c'est le pôle nord. C'est-à-dire que l'énergie, elle va être transmise de la gauche vers la droite. Par contre, il n'y aura pas de transition parce que tout est en équilibre. C'est-à-dire qu'il y a hydrogène d'un côté et hydrogène de l'autre, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des difficultés avec ça ou pas? J'espère que vous ne dormez pas. Non, on ne dort pas. Bon, tant mieux. Donc, eh bien, écoutez, là, ce qui se passe, d'ailleurs, je crois que est-ce que j'ai fait une erreur? Je pense que oui, j'ai fait une erreur avec les flèches. Bon, c'est pas grave. Les flèches, en fait, bleues, là, elle est dans l'autre sens. On voit que, donc, on a une énergie qui circule, et donc, cette énergie, elle sort par la tête du poisson, et elle rentre par la queue. Et donc, cette énergie, elle circule comme ça. On a donc une condition d'équilibre grave qui est réalisée, et c'est un peu comme ce magnifique toutou qui se mord la queue, on n'en sort pas, quoi. C'est-à-dire que l'énergie, elle rentre, elle sort, et il n'y a pas de déperdition. Donc là, c'est le monde idéal, et ça existe. Quelque chose qui est un peu moins idéal, mais qui existe aussi, ce sont les acides de type gras polyinsaturés, qui sont oméga 3, oméga 6, oméga 9, hein, et les alpha-linoléiques. Et donc là, on a quand même une grosse surprise, c'est-à-dire que quand on regarde l'arête, eh bien, il manque justement il mange des morceaux à l'arête. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui fait qu'il y a une absence d'hydrogène pour quelques combinaisons, hein, et donc on a un déséquilibre qui est complètement bien vécu par les acides polyinsaturés. C'est pour ça qu'on les appelle insaturés, c'est-à-dire que là, il manque des branches d'hydrogène. Alors ça, c'est la deuxième famille. Cette deuxième famille, eh bien, il y a une distorsion. Vous comprenez bien que d'un côté, on a tous les hydrogènes, de l'autre, eh bien, il nous en manque, donc il y a quand même un réel souci au niveau de l'équilibre, hein, puisque justement les champs d'énergie ne sont plus du tout équilibrés. Et là, rappelez-vous un petit peu de ce qu'on a vu il y a déjà 3 semaines par rapport aux courbes qui étaient brisées avec des extrémités qui étaient très chargées, l'histoire du pont, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, avec des sections qui étaient très chargées, y compris quand il y avait des courbes brisées, où j'ai représenté simplement l'hydrogène et l'oxygène. Et bien là c'est pareil, on a une courbure qui se crée avec une brisure, donc ça va appeler à avoir quand même une compensation à l'intérieur de la courbure. Alors, ce type d'acide gras, avec des courbures du même côté, il est appelé CIS, 6. C'est un acide gras polyinsaturé de type 6, CIS. Alors 6, je me suis renseigné, c'est du latin, ça veut dire, enfin l'origine est latine, ça veut dire que c'est du même côté.
Et là, la famille qu'on a vue tout à l'heure, on va la voir tout de suite après, eh bien ça s'appelle les trans, c'est-à-dire qu'ils sont équilibrés autour d'une ligne pratiquement médiane, on va dire. Alors, des acides trans, on peut très bien avoir aussi une rupture. Mais si la rupture est symétrique, vous voyez dans le cas du trans qui est ici, on a un hydrogène en haut et un hydrogène en bas qui sont absents, l'énergie va quand même s'équilibrer, il n'y a pas de souci. L'acide 6, vous voyez, il y a quand même un gros souci puisqu'il nous manque quand même 2 atomes d'hydrogène. Alors, le monde est quand même bien fait, la nature est bien faite. Hein. On va voir comment ça s'équilibre tout ça. On a, si je fais la vue, on va dire une loupe sur le premier virage, parce qu'en fait il y a 3 virages sur cet acide gras polyinsaturé. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Disons que dans le corps, quand on a des acides aminés, ils sont dans un environnement. Dans cet environnement, on a toujours un peu d'eau. Et l'eau, justement parce qu'elle va pouvoir perdre un atome d'hydrogène, eh bien cet atome d'hydrogène, il va tout de suite se positionner pour finalement apporter un équilibre. Et cet atome d'hydrogène, il va venir se mettre dans le virage un petit peu de l'acide aminé qui est décrit par la diapositive. Le principe, c'est ça. Et ainsi de suite. Donc dès qu'il y a une molécule d'eau, il va y avoir de l'hydroxyle qui se crée, et l'atome d'hydrogène va venir s'implanter dans le virage. Alors ça c'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est que on peut aussi avoir deux acides aminés gras polyinsaturés qui se jumellent. On peut aussi avoir la même chose avec des acides trans, c'est-à-dire des acides qui sont parfaitement équilibrés au point de vue hydrogène. Hein. Et on dit à ce moment-là que on a une tête commune avec donc un carbone, un oxygène et un hydroxyle. Et puis les queues qui sont justement jumelles là, et qui figurent un petit peu comme des pattes. Voilà. Et là, ça s'appelle des phospholipides. Alors je vous raconte tout ça, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi après. En fait, ce qui se passe, c'est que les acides aminés tels qu'ils sont jumeaux comme ça, quand ils sont soudés, eh bien leurs têtes sont hydrophiles et les queues que l'on a vues tout à l'heure sont hydrophobes. Alors, les têtes sont hydrophiles, vous avez deviné pourquoi, parce qu'en fait, pour avoir cet équilibre, il faut absolument avoir de l'hydrogène, hein, et donc pour avoir de l'hydrogène, il nous faut de l'eau, donc ce sont les têtes qui vont faire le travail de récupérer l'eau, et ensuite, on aura la possibilité de créer une cellule, hein. Et en fait, la superposition telle que c'est fait avec le schéma de gauche, en ayant des couples d'acides aminés à l'extérieur et des couples d'acides aminés à l'intérieur, ça fait une espèce de peau, c'est la peau de la cellule. Alors, cette peau, on appelait ça une enceinte. C'est vraiment une enceinte magnétique plasmatique, parce que, bon, elle a beaucoup d'énergie, vous l'avez compris, hein, puisqu'on a décrit tout à l'heure un petit peu ce qui se passait avec l'hydrogène, c'est énorme, hein, et le noyau de la cellule, lui, est gravitationnel. Donc, vous avez des schémas que j'ai pêchés sur Internet pour vous montrer un petit peu les alignements des phospholipides sur une cellule, hein. Je vous avoue que je ne suis pas du tout spécialiste de ça, j'ai trouvé ces schémas assez explicites, hein, pour vous les présenter ce soir. Et donc cette cellule, elle va se développer, elle va engendrer la vie,
elle va créer son propre champ plasmatique, et on sait que nous sommes comme j'ai déjà dit, des vaisseaux de, de transport des gans. Eh bien oui, parce que nous, on est fait que de ça en fait. Ce sont des champs, en effet, de champs magnétiques gravitationnels, des champs plasmatiques, des champs magraves. Alors au niveau de l'énergie, bien sûr, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. C'est-à-dire que là, il va falloir alimenter en eau pour justement créer la vie et puis surtout concrétiser cette barrière, cette peau autour de la cellule. Donc il va y avoir une alimentation en eau et donc il va y avoir une transition d'énergie puisque, je vous le rappelle, l'eau elle va être ensuite séparée puisqu'on va avoir de l'hydroxyle et de l'hydrogène. Donc on va avoir une transition. La transition, vous vous rappelez ce que c'est, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et au niveau de l'intérieur des deux couches, il y a de l'huile, puisque vous vous rappelez que les extrémités qui étaient la tête du poisson, entre guillemets, elles étaient solubles dans l'huile, donc on va avoir une transmission dans l'huile, qui est entre les deux couches, extérieure et intérieure, des acides aminés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, on l'a vu, l'énergie, eh bien, elle va faire le tour, elle va passer peut-être à travers la cellule, tout dépend des énergies qu'il y a, mais toujours est-il que pour garantir cette courbure des phospholipides, il faut absolument qu'il y ait de l'énergie qui aille du haut vers le bas et de la tête vers la queue pour alimenter en eau. Alors, bien sûr, ces pattes-là que j'ai évoquées tout à l'heure, elles vont forcément s'articuler plus ou moins, puisque, je vous le rappelle, il va y avoir un hydrogène, enfin plusieurs hydrogènes même, qui vont se positionner pour rééquilibrer le tout, et dès que l'acide gras va être alimenté en eau, eh bien, il va y avoir un déplacement de la queue, c'est-à-dire qu'elle va se déployer. Et dès qu'il y a absence d'eau, eh bien écoutez, elle se referme. Ça c'est facile à comprendre, hein. C'est un mécanisme qui est lié essentiellement à l'apport d'hydrogène. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait là, j'ai peut-être loupé quelque chose. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est que ce mouvement là que je viens de décrire, il est sérieusement endommagé si les cellules sont malades. Hein, ça veut dire que là, si la cellule est malade, eh bien, il y a plus de circulation d'énergie telle que je vous l'ai décrite. Il y a des problèmes. Donc à ce moment-là, il y a manque d'eau. C'est un gros souci pour la cellule. Et justement, le virus corona, il est assez sournois par rapport aux cellules. Et lui, il étrangle cette transmission d'énergie. Et donc lui il puise l'énergie dans la cellule et qui entraîne forcément la perte d'énergie complète de la cellule et donc la mort de la cellule. Alors d'un autre côté, quand on se nourrit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on convertit, on en a parlé déjà l'autre jour, hein, la nourriture en gans. Parce que bon en fait notre corps il se supplémente simplement en énergie. C'est-à-dire qu'on a les papilles, bien sûr, hein. Alors bon, on va trouver des plats extraordinairement bons, mais c'est pas ça qui fait qu'on a plus d'énergie, forcément, hein. On va absorber des éléments nutritifs, donc on va absorber la partie attraction gravitationnelle d'énergie, on va aussi rejeter des déchets, on va éjecter ces déchets, c'est la partie répulsion, c'est la partie magnétique de l'énergie. Donc nous aussi, on est dans une forme d'absorption et de répulsion d'énergie. Est-ce que vous avez des questions? Non. J'ai bien compris. Les protéines. Les protéines, elles sont juste derrière les acides gras
Alors, on les a vus, on les a entreaperçus sur les schémas que je vous ai présentés, que j'avais pioché sur Internet tout à l'heure. Et si on suit finalement tout le processus que je vous ai décrit tout à l'heure, là, on est parti donc des 4 éléments qui constituent les acides aminés. Ensuite, bon, il y a forcément une corrélation avec l'ADN. On va engendrer la création d'acides gras. Les acides gras vont générer aussi avec les cellules des protéines. Et puis on peut aboutir aussi à des cellules qui sont beaucoup plus complexes. Alors il ne faut pas perdre de vue que l'hydrogène, lui, vous avez bien compris, il est super important, ne serait-ce que pour ces acides aminés, mais il participe à beaucoup de choses en fait. Et il ne faut pas oublier non plus que pour un homme qui mesure 1m70 et 70 kg, eh bien, il a environ 30 000 milliards de cellules. Alors, 30 000 milliards de cellules, le petit mouvement que je vous ai décrit avec les queues qui s'ouvrent et qui se ferment, vous imaginez bien qu'il y a énormément d'énergie qui est dépensée, on va dire à la seconde, dans notre corps pour que tout ça, ça soit correctement fait. Bon, dans cette science, c'est sûr que, bon, on ne le voit pas trop là, mais les structures simples sont instables, on aura l'occasion d'en parler. Ça a été introduit en prévision de ce qui va se passer dans les autres modules. Et on voit aussi que les structures complexes sont beaucoup plus stables. C'est-à-dire que s'il y a une dégradation, justement, s'il y a une destruction, entre guillemets, comme j'évoquais tout à l'heure, au niveau des cellules complexes, ça a beaucoup moins d'incidence que sur une cellule ou une structure qui est simple. Alors bien sûr, cette énergie-là, vous imaginez un petit peu à chaque seconde ce qui se passe dans notre corps, c'est de la folie, quoi. Hein. D'autant que l'énergie doit circuler avec beaucoup de fluidité dans les cellules. Le problème qu'il y a quand l'énergie ne circule plus, c'est que le problème, c'est qu'il y a un confinement de l'énergie, elle s'agglutine. Et là, ça crée un point de signe négatif qui n'était pas du tout prévu. Et là, il y a forcément apparition de problèmes de santé et de douleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, les protéines, elles entrent dans la composition de tous les organes de notre corps, ça vous le saviez déjà, je suppose. Hein. Les acides aminés, eh bien, c'est la base de la création de la vie, ça c'est clair. Ils s'associent. Vous voyez, quand l'autre jour, quand je vous ai montré la blessure que j'avais au doigt et puis que j'ai mis les acides aminés dessus, les acides aminés, ils sont hyper efficaces, c'est-à-dire que tout de suite, il y a réparation. Les acides aminés, ils sont merveilleux parce que ils sont les fondations des protéines. Tout de suite, ils se lient, ils s'associent pour former des protéines. Le produit, malgré tout, qui est dérivé de tout ça, puisqu'on a l'hydroxyle, hein, eh bien, c'est la création d'eau. Et oui, parce que s'il n'y avait pas d'eau, eh bien, il n'y aurait pas de ce rééquilibrage des acides trans et des acides cis, pardon, et il y aurait des soucis. Alors, ce qui est associé à ça, bien sûr, c'est le pH. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. Et ça mesure soit l'acidité, l'acidité ou l'alcalinité de l'eau, avec une échelle qui est graduée de 1 à 14. Alors, ce qui se passe là, vous vous souvenez qu'on a parlé des ordres de grandeur, vous vous rappelez très bien, je suis sûr, de la tortue, de la 2 chevaux, du supersonique et de l'astéroïde. On avait à chaque fois des ordres de grandeur qui montaient en énergie. Là, on parlait de vitesse pour l'exemple de la tortue et de la voiture. Et là, on parle quand même en ordre de grandeur qui sont logarithmiques. C'est-à-dire que quand on change et qu'on passe d'un pH de 1 à un pH de 2, par exemple, on prend un ordre de grandeur. Mais si on passe du 2 au 3, on ne prend pas un seul ordre de grandeur, on en prend 2, et ainsi de suite. Donc vous imaginez qu'en passant du pH de 1 au pH de 14, eh bien on a des ordres de grandeur qui sont phénoménaux. Alors je rappelle bien sûr que pour le pH de l'eau neutre, l'eau pure, c'est un pH de 7, 7,2 ou entre 7,2 et 7,5. Hein. Et une eau qui est acide, elle va être située entre 0, alors 0 c'est l'échelle, mais enfin c'est plutôt 1 à 6.
et elle va être alcaline de 8 à 14. Alors ce schéma-là, on va le retrouver dans 15 jours pour parler des fréquences. C'est assez intéressant, on reviendra là-dessus, je vous le rappellerai dans 15 jours parce que il y a quand même des fréquences qu'on va voir après avec, entre la lumière et les sons qui sont très importants et qui sont facilement transposables à ce qu'on voit ce soir. Excuse-moi, Joël, Oui. je comprends pas trop là. Quoi? Vas-y. Je comprends pas trop le pH de l'eau et la référence avec les ordres de grandeur. Mais c'est comme ça a été mesuré, c'est-à-dire que quand tu passes d'un pH de 1 à un pH de 2, eh bien tu as une énergie qui est doublée. Voilà, ça a été mesuré. L'énergie est doublée. D'accord. L'énergie est doublée. Oui. D'accord. Donc alors, une énergie qui est alcaline est beaucoup plus intense oui, qu'une. Oui, alors on va parler de tout ça, mais on peut parler tout de suite. La soude, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que à un certain moment vous allez faire des ganses. On vient de voir les acides aminés qui sont dans les ganses aussi. On va voir tout ça, tout le puzzle va se reconstituer. Mais pour en revenir à ta question, le pH de 14, c'est la soude. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que quand on fait par exemple une bobine nano-revêtue à la soude, eh bien elle a beaucoup plus d'énergie emmagasinée, plasmatique, par rapport à une bobine qui a été faite au chalumeau. D'accord. D'accord, voilà. Je comprends maintenant. Voilà. Je comprends. D'accord. D'accord. Merci. Avec plaisir. Dis Joël, le pH de 14, oui. Donc il est magnétique alors? Oui. Ok, ça va. Oui. Mais bon, là pour le moment on n'en est pas là. Mais oui, c'est ça. Donc, les acides gras saturés sont acides. Il faut le savoir. Les matières grasses qui sont complètement confinées, j'ai mis encapsulées pour pas dire confinées, mais je vous le dis quand même, qui sont encapsulées, ce sont des toxines, bien sûr. Hein. Les acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire ceux qu'on a vus les derniers, les 6, ils sont légèrement alcalins. Alors c'est bizarre parce qu'on dit acide mais alcalin, donc il y a quand même une petite confusion là-dessus. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est pour dire qu'on s'en est quand même aperçu. Et bon, bien sûr, après l'huile et l'eau, ça tout le monde le sait, ça ne se mélange pas. Par contre, une eau qui est fortement alcaline, elle va émulsifier les graisses. L'ammoniac, NH3, il est très alcalin, il a un pH de 11. Alors, si vous êtes un petit peu curieux, vous allez sur Wikipédia, vous allez voir, vous faites l'étude du pH, vous allez voir, il y a beaucoup d'articles, et puis il y a des tableaux, vous allez être surpris par certains liquides et leur pH. Ce que je disais tout à l'heure à Frania, tout de suite, c'est que le nanorevêtement créé à la soude, il est extrêmement alcalin, un pH de 14. Mais attention, la soude brûle la peau. Et pourquoi? Parce que la soude, elle va être avide d'eau. Et donc, la peau va être brûlée. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut mettre des vêtements de protection. Mettez des gants, mettez des masques pour respirer, et mettez des lunettes de protection. Et puis pour ceux qui n'ont pas de cheveux comme moi, mettez une casquette. Voilà, parce qu'une goutte, elle est vite arrivée, j'en sais quelque chose, et vous vous faites brûler, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez saigner, alors tout de suite il faut mettre de l'eau, bien sûr, hein, mais c'est quand même très dangereux. Le nano-revêtement, on en a parlé à l'instant aussi, on est dans une condition monoatomique de carbone. On sait que le carbone c'est un connecteur, hein, mais bon, on est relié aux énergies de l'univers grâce au carbone, hein, mais quand on se ramène à quelque chose de plus terre à terre, c'est-à-dire justement le nano-revêtement, eh bien on a tout intérêt quand même à travailler avec de la soude, même si c'est un peu plus embêtant. Alors les énergies, on va pas
revenir là-dessus. Vous savez que l'énergie, quel que soit le facteur d'échelle qu'il y a, c'est-à-dire que ce soit la Terre, que ce soit une cellule, que ce soit un atome, il y a toujours une énergie qui rentre et qui sort. Cette énergie, elle va être capturée par l'environnement qui la reçoit pour rééquilibrer son champ grave, et par contre, s'il y en a trop, eh bien, le restant de l'énergie va être évacué. Et donc, il y aura toujours cette histoire d'équilibre grave autour d'une cellule, par exemple, au niveau de la Terre, au niveau du système solaire, et ainsi de suite. N'oubliez pas non plus, y compris peut-être, je ne sais pas s'il y a des débutants qui arrivent juste là, mais il ne faut jamais oublier que quand on est équilibré, justement à propos de l'énergie, on est en condition grave. Hein. C'est-à-dire, on a un équilibre magnétique et gravitationnel. Magnétique, c'est gravitationnel, c'est grave, grave. Alors, le gros problème qu'il y a, et je m'en aperçois tous les jours avec certains mails que je reçois, c'est que je comprends très bien que vous soyez un petit peu en difficulté, parce que là, je vous parle de choses que vous ne voyez pas. Alors, bien sûr, on ne voit pas tous ces champs. Et heureusement, parce que si on voyait tous ces champs, eh bien, on verrait plus notre environnement à nous, parce que les champs, ils sont partout, hein, complètement. Donc il y a beaucoup d'énergie qui passe, il y a des boucles partout, hein, il y a des combinaisons, il y a des champs graves partout. Nous-mêmes, nous sommes faits de champs graves, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est invisible pour nous, hein, mais il faut absolument arriver à comprendre comment cette énergie circule, et je pense que vous avez déjà une petite idée, puisque vous êtes à ma compagnie depuis quand même 5 semaines ce soir. Fonctionnement du plasma, on l'a déjà vu ça aussi. Hein. L'énergie la plus élevée, c'est la règle d'or, nourrit la plus faible. La force du flux, eh bien, c'est un champ de force, l'état énergétique, c'est un champ de force. Hein. Il est déterminé, bien sûr, par son facteur d'amplification ou son ordre de grandeur, c'est la même chose. Hein. On a plusieurs ordres de grandeur et plusieurs états qui sont liés aux états du plasma. Hein. La direction du flux, on l'a vu tout au long de ce soir, là. On peut aller d'un état énergétique jusqu'à un autre état énergétique dans la mesure où l'énergie qui est transmise, elle a la prédisposition pour faire cette démarche-là. Elle peut aussi aller ailleurs. Hein. La cohérence du rapport surface-volume, l'histoire du ballon, et bien sûr que si on a un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène, eh bien on va avoir une direction de flux qui va aller de l'oxygène vers l'hydrogène, bien sûr, hein, comme elle va du pôle sud vers le pôle nord au niveau du globe terrestre. Hein. Et puis, donc, cette prédisposition, on en parlait à l'instant, c'est-à-dire que la relation magnétique-gravitationnelle ou gravitationnelle-magnétique, elle est prépondérante dans tout ce cheminement et dans, bien sûr, la direction du flux. Révisons encore un petit peu les PMTX, hein, on a vu que ils ont des champs d'énergie. Hein. Ces champs d'énergie, ils peuvent être en paquets. Ils ont des forces d'interaction. On sait qu'il y a aussi dans la matière, la création de la matière, l'antimatière, la matière noire, et puis la matière avec un grand M, c'est-à-dire la matière au sens plasmatique. Hein. Et puis tout ça, c'est en équilibre grave pour créer une matière petit m. Les PMTX, on en a parlé à l'instant, hein. Vous savez qu'il y a donc une interaction, un enroulement, et puis bien sûr cette boule d'énergie hein, qui crée ses propres flux, hein, magnétiques et gravitationnels, ses propres champs, et qui peut bien sûr échanger avec sa voisine, hein, de façon très simple, hein, puisque l'un va donner l'énergie à l'autre, et réciproquement, sachant que malgré tout, on l'avait vu, ça aussi, il faut s'en rappeler parce que ça va devenir de plus en plus prépondérant dans tout ce que je vais expliquer dans les prochaines séances et puis après dans les autres niveaux. Hein. On a quand même, tout n'est pas parfait, on a une circulation qui est dite à double voie. C'est-à-dire que on va avoir la conservation d'équilibre entre les forces de champ va être réalisé à condition qu'il y ait un petit retour à l'envoyeur, entre guillemets, hein, pour qu'il y ait l'équilibre grave.
Tout n'est pas parfait. Loin de là. Donc ces affinités de fonctionnement, on va les retrouver aussi quand on fait des gans, puisqu'on sait que l'énergie est toujours en mouvement, quelle que soit la complexité de l'environnement. C'est très important. Rappelez-vous du schéma que je vous ai présenté il y a 15 jours, les lignes de flux, on en a parlé tout à l'heure aussi. On a cette force de transition qui se crée. Pourquoi? Parce que le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote, quand ils rentrent dans le gans, ils vont s'oxyder avec l'oxygène dissous qui est dans l'eau salée. Et ils vont se charger en énergie. N'oublions pas aussi qu'il y a les plaques qui font leur travail. Et tout ça, ça va charger donc la particule de gans, et au fur et à mesure qu'elle va se charger en énergie, elle va descendre. Les gans, bien sûr, c'est le cœur de cette science du plasma. Si vous n'avez pas de gans, vous faites rien, quoi. C'est-à-dire que avec les gans, on peut intervenir dans des situations que je n'ai pas le droit d'évoquer ce soir. Vous avez bien compris de quoi il s'agit. On peut intervenir dans l'énergie, on peut intervenir en agriculture, on peut intervenir pour le bien-être, on peut intervenir pour la dépollution. C'est formidable, mais il faut des gans. Voilà. Pourquoi? Parce que ces gans, ils créent des champs magnétiques et gravitationnels qui vont nourrir, entre guillemets, les plantes, l'air ambiant, et dépolluer les sols. C'est quelque chose de formidable. Ils vont pouvoir aussi créer des plasmas pour l'énergie et faire circuler du plasma dans des fils. Et bien, ça produit de l'énergie aussi, il faut le savoir. Donc, ces gants sont créés avec l'air ambiant, tout ça dans une ambiance de plasma. Les acides aminés, eh bien, eux aussi sont créés grâce à l'air ambiant, il n'y a pas de problème. Et ces acides aminés, on va les retrouver à la surface du setup, c'est-à-dire à la surface de votre préparation pour faire des gants. Et puis, on va voir, on sait que déjà que ces productions d'acides aminés, eh ils produisent de l'eau et des protéines. Et les acides aminés, ils ont une structure nanométrique. Alors nous, en tant qu'humains, on est parfaitement adapté pour une certaine plage de température. Ça, c'est sûr. Par contre, donc les acides aminés, comme ils font partie intégrante de notre système, ils sont parfaitement armés pour agir dans cette plage de température, c'est-à-dire récupérer de l'eau et tout le schéma que je vous ai décrit tout à l'heure. Quand on regarde les matériaux, ça c'est une façon de voir les choses, on le sait déjà, vous l'avez déjà vu, on sait que les atomes ils sont liés entre eux. Dans le cas du nanorevêtement, on a vu que les structures sont un peu différentes, puisque en fait c'est un assemblage qui n'est pas, il n'y a pas de liaison, ils sont côte à côte, et ils sont en structure individuelle monoatomique, comme les acides aminés. Alors à l'intérieur de notre corps, nous, bien sûr, on aime bien la température ambiante stable. Bon. Dans le domaine, comme j'ai dit, qui nous permet de vivre sans problème. Et bien sûr, les acides aminés, ils vont agir dans cet environnement tout à fait normalement, sans problème. Par contre, même si on sait que les conditions nanométriques font que le matériau est superconducteur, si vous passez, vous, dans une ambiance froide, c'est-à-dire si vous allez à la montagne à très haute altitude, la température interne, je dis bien interne, de votre corps ne sera pas modifiée grâce aux acides aminés. Parce qu'ils vont gérer tout ça. Mais il n'y a pas que. Mais puisque c'est le sujet, ils vont quand même participer à ça. Et donc, on a quand même le privilège d'avoir ces acides aminés qui font un travail énorme dans notre corps. Nous, on est quand même dans un état de gans avec un ordre de grandeur qui est supérieur encore. Les gans, on en a parlé, on va en reparler longtemps parce que
là, dans ce cours, je ne peux pas vous présenter exactement ce qui se passe au niveau des champs, puisque ce n'est pas prévu par M. Kesch. Quand on regarde les échanges qu'il y a entre une bobine de cuivre nano et du zinc, par exemple, il y a énormément de champs qui se créent. Alors ces champs, ils sont hiérarchisés à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la masse atomique de chaque élément, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle l'électronégativité. C'est-à-dire que, au même titre que l'hydrogène, il peut se balader, eh bien, il y a des matériaux qui relâchent des électrons aussi. Et ces circulations, ces relâchements, et puis aussi ces captures d'électrons, parce qu'il y en a qui aiment bien aussi capturer les électrons du voisin, eh bien, tous ces éléments-là conduisent à avoir des champs très variés. Et dans les One Cup, par exemple, on a énormément de champs qui sont associés à ces setups. Et c'est pour ça que les One Cup sont aussi performantes. Alors, bien sûr, on a vu que les acides aminés avaient besoin d'eau. Et donc il y a une production d'eau, c'est un petit peu comme une fontaine, j'exagère bien sûr, hein, mais c'est comme une fontaine qui coule pour alimenter quelque chose qui aurait besoin vraiment d'eau, comme un moulin par exemple. Et là, si on pouvait, ça je pense qu'on peut le faire en laboratoire, mais bon, il faudrait des instruments assez précis. C'est-à-dire si on avait la possibilité de mesurer la quantité d'eau produite avant qu'elle ne s'évapore dans l'air ambiant, eh bien on verrait que les acides aminés produisent de l'eau. Alors ça, on pourrait le faire dans un setup, mais bon, vu les conditions pour ceux qui ont déjà fait des GANS, vous comprenez très bien que c'est pratiquement impossible dans la mesure où un setup, eh bien, on peut pas, il faudrait avoir des instruments de précision. Ça serait extrêmement compliqué de le faire, mais sur le papier, on sait qu'il y a production d'eau, donc on verrait le volume d'eau augmenter à condition que l'eau ne s'évapore pas. Et comme elle s'évapore plus vite que la production, on ne le voit jamais. Alors par contre, cette évaporation, forcément, elle va engendrer, pour ceux qui ont déjà fait des GANS, une accumulation de sel au-dessus du récipient. Alors on verra ça plus tard, mais il y en a certains qui l'ont déjà constaté. Et en plus, c'est un sel qui est super. Hein. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Ensuite... Il y a l'histoire de la nourriture qui revient un petit peu, parce que, bien sûr, cette nourriture, on en a tous besoin, même si on a évoqué hier soir encore avec Aviram que 80% de l'énergie dont on a besoin transite par les poumons et la peau, en termes de respiration, hein, et qu'on a besoin de 20% d'énergie en nourriture pour, normalement, nous supplémenter en énergie. Donc là, on fait peut-être des excès, je ne sais pas. Il faudrait peut-être moins manger. Il y en a qui ne mangent pas, je ne sais pas comment ça se passe. J'en suis pas encore rendu là. Mais je peux vous dire qu'il y a des gants de nourriture qui sont expérimentés et qui donnent apparemment de très bons résultats. Toujours est-il que pour ce soir, on peut dire aussi que les acides aminés, ils nous supplémentent en énergie car ils sont aussi de la nourriture. Alors pourquoi sont-ils aussi nourrissants que 4 repas ? Eh bien parce qu'ils ont un ordre de grandeur beaucoup plus conséquent que la nourriture qu'on absorbe. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là quand j'ai parlé de ce qui se passait en Australie avec le compte rendu que j'avais fait. On avait vu que John MacDonald avait un tableau. Il exprimait que depuis les années 1930, il y avait une carence au niveau des légumes qui étaient commercialisés et qui étaient consommés. Et cette carence n'a fait qu'augmenter. Et donc c'est un vrai problème. Alors d'autant que maintenant on a quand même un retour au bio qui se fait. Il faut absolument doper ce retour au bio pour justement reprendre un taux d'énergie avec les légumes par exemple qui soit bien meilleur. J'ai appris aussi récemment que
on voulait faire de la viande synthétique. Alors ça, déjà la viande, on n'en mange plus beaucoup, mais alors ça, c'est vraiment, c'est nul, quoi, vraiment. Enfin bon, c'est mon point de vue. Alors pourquoi les acides aminés sont-ils aussi nourrissants que 4 repas? Eh bien tout simplement parce qu'on a une dégradation au niveau de ce qu'on mange et de ce qu'on achète tous les jours, et, sauf ce qu'il y a dans le jardin bien sûr, hein. Et cet ordre de grandeur, il est au moins supérieur d'un ordre de grandeur par rapport aux légumes classiques. Monsieur Kesh dit souvent, il a dit, quand il y a eu l'affaire du Covid, il disait si un jour vous avez un souci avec les approvisionnements, vous mettez 2 doigts dans les acides aminés, vous léchez vos doigts et vous êtes nourri. Il n'a pas tout à fait tort. Alors du coup, il y a certains scientifiques qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe comment la vie est-elle arrivée s'agit-il de l'air léger? Alors l'air léger, c'est en fait ce qui est en atmosphère, très haute atmosphère. L'air gras, c'est un air chargé de COHN, ou un air plasmatique. L'air plasmatique, vous avez bien compris ce que c'est. Ce sont les champs qui sont directement liés aux 4 éléments CHON, hein. Ou alors, tout simplement, est-ce que c'est les interactions entre la magnétosphère et la Terre? Mais moi, je crois que c'est un peu tout ça, quoi, finalement, hein, puisque on sait que ces acides aminés, c'est la base de la création. Toujours pareil, hein, pour les débutants qui sont là parmi nous ce soir, les champs magnétiques et gravitationnels, le champ magnétique donne, le champ gravitationnel reçoit, il y a toujours un équilibre magnétique gravitationnel, un équilibre grave entre les deux. Tout est en combinaison, tout bouge, tout est en mouvement, hein, tout est en interaction. Il faut vraiment le savoir, ça. Très important. Il n'y a pas l'énergie statique, ça n'existe pas, hein. On va poursuivre avec les coupes de vie. Les coupes de vie, on en parlera tout à l'heure aussi, à la fin de la séance. Tout simplement pour vous dire que, bon, vous les connaissez aussi, hein, vous vous rappelez, la One Cup, One Life, c'est-à-dire la coupe qui agit, qui a été la première à créer et qui agit sur les poumons et puis le neurologique. Eh bien, elle crée un gans de zinc et un gans de cuivre, on a déjà vu ça, hein, par le truchement de la bobine centrale qui est dans nos côtés, et qui a donc un ordre de grandeur plus important que la plaque de zinc qui est à gauche, qui figure par le petit rectangle, et la bobine de cuivre qui est à droite. Et donc, il y a cette combinaison de champs qui crée un gans de zinc et un gans de cuivre, lesquels, ces deux-là, sont en interaction et ils créent avec l'air plasmatique environnant un gans de CO2. Ce qui fait que dans cette coupe-là, on a 3 gans et ça corrobore exactement ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir les transferts qu'il y a entre les électrons des uns et les électrons des autres, plus les circulations plasmatiques et les circulations de champ, ça génère des niveaux de champ très bénéfiques pour le corps. Et il n'y a pas simplement 2 ou 3 champs, quoi. Il y a beaucoup de champs. On l'a déjà vu, les acides aminés proviennent de l'air plasmatique. Et bien sûr, hein, les gans de CuO, ZNO, il faut que vous sachiez que dans l'ordre des états de plasma, les gans sont supérieurs déjà à la bobine qui est nano et qui est elle-même supérieure au matériel constitué par la plaque de zinc et la bobine de cuivre nue. Donc je rappelle que les acides aminés créent les protéines et ils créent aussi de l'eau. On sait aussi que pour les 2 coupes, puisqu'il y a 2 coupes, il y a la One Cup et la seconde coupe. La One Cup est dédiée justement, donc, comme je dis, à l'aspect neurologique et à l'aspect des poumons, à la respiration, hein, système respiratoire. Et la deuxième est liée au tissu rouge, c'est-à-dire aux muscles. Et elle a été élaborée suite à la mutation du corona. Donc il y a simplement une chose qui change entre les deux,
La plaque de zinc que vous avez pour la première coupe, elle est remplacée par une plaque de cuivre. Et les deux coupes créent des acides aminés. Alors comme je vous l'ai dit, c'est écrit en bas, hein, il y en a une qui agit sur la physicalité, c'est la seconde coupe qui est cerclée de rouge, et l'autre sur l'émotionnel, c'est la première coupe, One Cup, One Life, qui est cerclée de bleu. Je reviens un petit peu là-dessus aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas ça forcément très très bien. Donc je me permets de vous glisser cette nouvelle diapo là-dessus. L'état matière est peut-être décrit avec un petit thème. C'est la matière que l'on a entre nos mains, ce sont vos écrans, votre fauteuil. On peut la toucher, on peut la voir. La matière plasmatique, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir, mais on peut la ressentir. Alors il y en a qui peuvent la ressentir, d'autres un peu moins, d'autres qui sont sensibles, d'autres qui ne le sont pas. On peut la ressentir. On le ressent, ça, quand on fait des unités magraves, on ressent très bien les champs. Et je vais vous faire un petit cadeau tout à l'heure. J'ai réussi à faire 2 clichés qui vont vous montrer un petit peu ces champs. J'ai eu une chance extraordinaire. Donc je vais vous montrer ça. N'oubliez pas ce que je vous ai dit aussi il y a, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, l'état matière, de l'état matière à l'état nano, les trois compris, on est encore dans le feu. C'est-à-dire que l'état nano, on peut faire un état nano avec un chalumeau. Pour moi, c'est la technologie entre guillemets du feu. C'est-à-dire que c'est une technologie vraiment de base. Ensuite, on a la deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'on peut passer, on peut faire un état nano en utilisant le nano-revêtement à la soude. La soude, vous avez vu, je l'ai signalé, elle a un pH de 14. Donc, au niveau du gain, du gain au niveau énergétique, eh bien on est quand même pas du tout dans les mêmes conditions, on est dans un ordre de grandeur beaucoup supérieur. Donc, pour ceux qui font des gants, il est extrêmement important de bien cultiver la science du nanocotage, parce que, vous voyez, c'est ce que j'ai écrit là, hein. La soude, elle a un ordre de grandeur qui est vraiment supérieur par rapport au nano, au chalumeau. C'est très important. Parce que si vous avez un nano-revêtement à la soude, eh bien vous allez d'ores et déjà élever l'état énergétique de votre bobine. Beaucoup plus qu'avec une bobine qui est faite au chalumeau. Réservez le chalumeau pour des cas extrêmes. Si vous voulez, vous pouvez vous entraîner. C'est assez fastidieux, mais passez assez vite à la soude. Je peux vous faire un petit aparté là-dessus. Une fois que vous avez bobiné, par exemple, vous voulez faire une One Cup, vous allez faire une petite bobine qui va faire une vingtaine de spires. Vous n'avez pas besoin de matériel. Prenez un crayon à la limite, comme le faisait M. Cash l'autre jour, ou un gros stylo. Vous prenez un bout de fil de cuivre, vous l'enroulez du mieux possible, hein, et puis ça va vous faire votre bobine. Vous n'avez pas besoin d'avoir une bobine de magrafe pour faire ça. Donc vous faites ça, et puis ensuite, eh bien, vous la trempez, vous mettez un petit peu quelques graines de soude dans un bac avec de l'eau, hein, pour commencer, je dis bien, hein, parce qu'après il faudra changer de registre, mais pour commencer faites ça. Vous mettez donc votre bobine dans de l'eau, même de l'eau froide, c'est pas grave. Vous ferez votre premier gants à la soude comme ça, vous laissez plusieurs jours, alors vous allez voir votre cuivre qui va changer de couleur, c'est-à-dire qu'il va passer d'un orangé, rose orangé à un rose très pâle, il va presque blanchir, et puis ensuite il va devenir gris, puis un petit peu noir, et puis ensuite il faudra le sortir. Il faudra le sortir parce que vous allez le mettre dans un deuxième bocal, un pot à confiture, ça suffit, hein. Et là, vous les goûtez à peine, je dis bien,
Idéalement, vous ne les goûtez pas, vous le posez dans le pot de confiture, bien sûr qui est lavé, propre, nickel. Hein. Vous fermez votre couvercle, vous le mettez au soleil, et vous allez voir quelques heures après, vous allez avoir un nanocotage de compétition. Donc commencez comme ça, et puis ça sera très bien. La seule restriction qu'il y a, c'est qu'à un certain moment, il faudra absolument, je dis bien absolument, le rincer. Parce que si vous ne rincez pas la soude qui est restée et qui a finalement fait, bouillonné les rayons du soleil, c'est très chaud, surtout dans un bocal. Hein. C'est très très chaud, on peut monter à 60-70 degrés, voire plus. Il y a des moments où on ne tient pas les bocaux, parce que moi je le fais ici, c'est très difficile. Et donc, vous laissez refroidir, vous ouvrez votre bocal, et ensuite vous le rincez au moins une dizaine de fois. Faites-le, c'est très important. S'il y a la moindre tasse de soude, que vous rentrez dans de l'eau après pour faire votre one cup avec 15% de sel, rappelez-vous que l'eau de mer c'est à peu près 4%. Hein. Donc c'est pratiquement 4 fois plus salé que l'eau de mer. Là il va y avoir une réaction chimique, vous allez croire que c'est du gans, c'est pas du gans, c'est un hydroxyde. Enfin on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais faites attention à ça. C'est-à-dire que vous ne prendrez pas de risque en mettant votre bobine dans de la soude froide, on va dire, hein, dans un liquide froid. Vous ne prendrez pas de risque non plus en la manipulant, mais bien sûr avec des gants, hein, toujours pareil quand même. Hein. Et le rinçage, faites-le méticuleusement. Méticuleusement, voilà, c'est très important. Après, vous laissez sécher. Si vous pouvez, vous la laissez dormir quelque temps. Faites plusieurs bobines, vous en aurez d'avance. Et puis, bon, au bout de quelques jours, eh bien, vous pouvez faire votre setup. Alors, en fait, quand on fait ces coupes de vie, eh bien, on crée un plasma qui est vraiment énergétiquement très très fort. Vous l'avez bien compris, j'espère. Et donc, finalement, quand on reprend tous les états plasma, eh bien, on est parti bien de l'état matière, et puis on est passé à l'état nano, et puis à l'état de Gans, et puis là on a un plasma. Alors à chaque fois on prend l'ascenseur, c'est pour ça que j'ai fait la photo de ce magnifique immeuble. À chaque fois c'est un ascenseur, hein, puisque on a les ordres de grandeur qui augmentent au fur et à mesure. Les ordres de grandeur qu'il y a là, ils sont, je vous le rappelle, sont des ordres de grandeur minimum. Plus vous vous appliquez, plus vous mettez la belle intention, plus vous serez gagnant. Voilà. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. C'est pas un cachet d'aspirine, on n'est pas guéri. Les champs, c'est pareil, ils mettent 50 jours en agriculture pour se stabiliser. Prenez le temps, prenez le temps. Hein. Ceux qui font des one cup, je sais qu'il y en a qui les font maintenant, prenez le temps. Vous avez le temps, il n'y a pas de problème. C'est le secret. Et Joël Saïf, Oui. pour les bobines de la One Cup, tu fais ça avec du multibrin ou avec du brin Non, avec du 2,5 carré, du fil. Ah, moi je le fais toujours au multibrin. Non, parce que justement, si tu le fais à la soude risque de rester collée entre les brins et ça va créer des désagréments. Mais moi je suis toujours au feu encore. Alors si tu es au feu, tu peux le faire. Mais tu as compris que quand même, il faut que tu passes à la soude, Yves. Oui, je sais bien. Voilà. Merci. Voilà. Ah, de rien. Par contre, oui, ne faites pas de multibrin à la soude, hein, parce que là, c'est une catastrophe. Mais le coronavirus, normalement, il y a quelque chose que je comprends pas. Vas-y. Pas beaucoup. On voit les lots des coupes, hein, Oui. pour que le coronavirus donne, on va dire, son énergie plutôt Oui. à l'effet des champs de l'eau Oui. plutôt qu'au corps. C'est Donc, ça. Donc, pourquoi les champs des coupes, ils sont si forts que ça? Mais ils sont forts, mais ils sont faibles par rapport au corona. Le corona est beaucoup plus fort, hein. Le corona est beaucoup plus fort. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se décharger, et en se déchargeant, on va dire que, bon, pour faire l'analogie, je ne sais pas si c'est bien juste ce que je dis, mais enfin, bon, pour faire l'image, on va dire que le corona est magnétique et la coupe est gravitationnelle.
Donc le corona va donner de l'énergie, il va donner de l'énergie et il va perdre de l'énergie, puisqu'il en donne. C'est ça le but. C'est Ouais. sa perte d'énergie qui va le... Parce qu'à un certain moment, il capote. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'a plus assez d'énergie pour être méchant, quoi. Ouais. Voilà. Et les champs de l'eau, par exemple, de l'eau d'une coupe de vie, hein, par rapport au corps humain, donc ils vont être inférieurs. Donc ce sera le corps humain qui va lui donner assez tôt. Les champs... Attends, j'ai pas compris ce que tu me dis, là. Les champs... Si on compare les champs de l'eau d'une coupe qu'on boit Oui. par rapport aux champs du corps humain, le plus faible, c'est les champs de l'eau de la coupe. Non, pas forcément. Tout dépend dans quel état tu te trouves. Si tu es anémié, si tu es malade, eh bien, tu as des champs qui sont plus faibles. Et si on est en bonne santé, dans ce cas-là, c'est le corps. Vu Si que- on est en bonne santé, là je sais pas, moi je sais que je me pulvérise. En bonne santé, je sais pas. Dans ce cas-là, c'est le plus. Donc, comme le plus fort donne toujours Je au sais- plus faible, c'est Oui. le corps qui va donner à l'eau. Je sais. Là, tu me poses une colle parce que je sais pas exactement Faudra en parler à Monsieur Kech de ça, tiens. Ouais. Enfin, je suppose que s'il a fait ça, c'est qu'il avait une idée sur la question. Mais l'énergie du corps, elle dépend essentiellement de ta santé. Ouais, Voilà. d'accord. Moi aussi, j'ai pensé ça, Joël. Une fois qu'il est affaibli, le coronavirus, Oui. s'il part pas de notre corps, Mais il est foutu, de toute façon. donc c'est toutes nos énergies qui vont le nourrir à nouveau. Non, 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 non. Non, non, il est foutu. Meurt. Il passe l'arme à gauche. Ah. Il passe l'arme à gauche. Autrement, on fait pas ça. Hein. Ben oui, parce que je me posais la question. J'ai dit, une fois qu'il est affaibli, après, c'est nos énergies qui seront plus fortes, donc elles vont à nouveau le nourrir. Non, puisque non, non, non. le plus non, fort non, non, nourrit le plus non, faible. Non, 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 non. C'est Non, qu'il ça est marche pas comme ça. éliminé après. Il est égouillé. Hein. Voilà, ça c'est bon. Je l'ai mis dans les cours là, on le voit, il est à moitié les pattes en l'air là, il est vert et il est fichu. Il est mort. Ouais, ah ben c'est bon. Oui, mais Tu justement, l'élimines en déchets Absolument. dans le corps. Dans Absolument. le corps, ça passe en élimination. Oui, il est magnétique et il est éjecté. oui, mais alors le fait de boire l'eau de la coupe, comment ça se fait que ça ne nous affaiblit pas, nous? Mais ça peut pas. Ben, c'est le plus fort dans nos plus faibles. Eh ben, Et du coup, mais il n'y a aucun problème. Enfin, là, je comprends pas. Je comprends pas. Comment ça se fait que c'est pas l'énergie que l'humain donne pas son énergie, enfin ne perd pas son énergie en buvant? Mais parce qu'on a un champ grave, hein. Quand tu vas boire, tu vas avoir un champ grave. Autrement, je sais pas ce qui se passe, moi. Hein, mais bon. Mais le virus aussi a un champ grave, non? Oui, mais c'est ce que je disais à l'instant à Jean-Sébastien. Il est beaucoup plus fort. Il va nourrir. Il va chercher à donner de son énergie et il va perdre le combat là. Hein. Je comprends pas votre façon de voir les choses, mais bon. Moi, je comprends pas la réponse. Ben, tu comprends pas la réponse. Bon, attends. Je sais pas comment te l'expliquer là. Hein. Est-ce que, suggestion, la personne qui pose la question, est-ce que vous pouvez poser la question peut-être différemment pour, voilà, d'un autre point de vue, pour essayer d'avoir une réponse qui va vous parler peut-être? Suggestion, simplement. Oui, je réfléchis à... Bon, je vais finir et puis on en reparle après, si tu veux bien. Hein. Moi, Réfléchis. une question sur tout à l'heure, tu as dit le flux va de l'oxygène vers l'hydrogène. Et ça, Oui. j'ai du mal à le visualiser parce que comme le grid gravitationnel reçoit le magnétique donne, Alors, il faut que tu révises le cours numéro 2, je crois. de direction de flux, Oui, oui, mais révise le cours. C'est écrit en toutes lettres. mais oui, mais c'est l'inverse. Enfin, non, 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 dans non, ma- non, non, dans ma non. visualisation, c'est l'inverse. Non, 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 non. Joël. Dominique, il faut que tu révises ton cours là.
J'ai une question par rapport au couple là, dont on est en train de parler. Par rapport aux coupes, oui. Oui. Donc, et par rapport aux coupes que moi j'ai, que j'avais acheté à Adil, là. Oui. Et donc, quelle est la différence entre ces coupes, je ne sais plus comment tu les appelles, là, donc une qui est verte et l'autre qui est Blanche, rouge, ouais. hein. Et donc, quelle est la différence avec celle que je possède? Alors, qu'est-ce qu'il a mis dedans? C'est ça qu'il faut savoir. Je ne sais pas. Parce que du temps de Adil, il n'y avait pas de coronavirus, hein. Ouais. Alors, je ne sais pas quelle coupe tu as. Qu'est-ce que tu as dedans? T'as des bobines, t'as des plaques, t'as quoi? Bah, c'est comme des escargots là, qui se rejoignent. Ouais, alors là. Bah, faudrait que je te la montrerai Oui, oui. quand je fais le stage. Là, En fait, tu as deux matériaux dedans. mais attends, je peux essayer de te la montrer avec la caméra. Non, parce que là, je suis sur deux écrans, ça va être compliqué. On verra après. On verra après, là, parce que si on commence à partager maintenant, je perds mon fil, moi, hein. Donc, en fait, par rapport, je dirais, à la situation actuelle, il y aurait quand même des différences. Ben oui, forcément, hein. Enfin, moi, Adil, je sais pas ce qu'il a fait. Là, nous, on met donc le zinc, on met la bobine d'un côté et le cuivre pour justement obtenir les champs dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Ouais. Adil, en son temps, eh bien, il n'y avait pas tout ça, hein, on n'avait pas de corona. Adil, ça fait 4 ans quoi, hein, qu'il est parti, hein. Et donc, est-ce qu'à partir de cette coupe, si on je veux dire, si on la retravaille, on peut. Non, parce qu'elle a déjà des champs. Ouais, C'était les coupes normales, Joël. On n'a jamais fait les coupes, la white Mais oui, c'est ce que je on n'a dis. pas fait. C'est ce que je dis. C'était le zinc, le Ouais, cuivre, ouais. c'était vraiment les coupes, les coupes, non, les ganses normaux, voilà. Oui, mais là les gants normaux, ils ont un champ qui n'est pas du tout le champ de la One Cup, hein. Voilà, on peut pas refaire des Non, coupes non. dessus, non. Et tu peux pas le faire à l'intérieur de ce récipient. Il faut que tu repartes de zéro. D'accord. Donc là, je l'utilise tel que je l'utilisais avant. Oui. Tu ne la réutilises pas pour faire faire une... autre chose. Non. Elles ont chacune leur Oui. destination bien précise. Oui. Ok, merci. Donc, oui, le plasma, finalement, on commence à comprendre sa puissance. Enfin, apparemment, il y en a qui n'ont pas tout compris encore, mais c'est pas grave, ça va venir. C'est donc un état énergétique et qui se manifeste bien sûr à tous les niveaux. Et cet état énergétique, eh bien, il varie en fonction des niveaux, hein. Et donc on peut soit augmenter l'état énergétique initial, soit le réduire. Je vous expliquais l'autre jour, quand on passe d'un gans à... Pardon, quand on passe d'un fil qui est nanocoté à la soude par exemple et qu'on le met dans du plasma solide, dans du gans solide pour faire des manips, eh bien ce qu'on a à la sortie, eh bien, on a un état énergétique qui est réduit par rapport à l'état énergétique initial qu'il y a dans le fil, hein. Et on peut faire aussi le contraire, à ce moment-là on aura un état énergétique plus fort. Voilà, tout est lié au système de flux et à la circulation du flux. Et bien sûr, ce plasma est lié à l'univers, hein. Alors, il y en a qui se sont amusés aussi. Moi, je sais pas si c'est vraiment réaliste, mais bon, comme c'était dans le cours, je l'ai repris aussi. Quand on regarde Le Penseur de Rodin, il y a Alex qui disait, ben ouais, mais justement dans le coude là, ça fait justement des courbes. On a de l'énergie à l'extérieur, on a de l'hydrogène et de l'oxygène à l'intérieur. Donc là, c'est il prétend que cette posture est très énergisante. Bon, je sais pas, j'ai pas essayé. Voilà. Donc je l'ai mise. C'est un clin d'œil à mon ami Alex. Bon, bien sûr, vous savez que l'esprit est créateur, on en a parlé au tout début, hein.
Votre santé et celle de la planète, bien sûr, elles sont impliquées et directement imbriquées, je dirais aussi, puisque l'un ne va pas sans l'autre, hein. Notre planète, elle a sa propre biosphère, nous avons la nôtre. Et si on est assez ouvert au niveau de l'énergie, eh bien, par rapport à l'énergie de l'univers, eh bien, on peut donner sans retenue, et puis on en recevra tout autant, hein. C'est une question d'équilibre et de champ. Je vous rappelle simplement que au niveau de la Keshe Foundation, on est dans le domaine public. On a fait signer un traité de paix mondial à beaucoup de personnes, y compris à des États, hein. Le but, c'est d'avoir la technologie des GANS pour toutes et tous. Et c'est d'avoir aussi beaucoup de chercheurs de connaissances qui deviennent des chercheurs de vérité. Et ces chercheurs de vérité créeront la différence par leur propre création de GANS ou autre, hein. Et cette science du plasma doit être délivrée en échange de la paix mondiale, puisque si elle est complètement délivrée à tout le monde, eh bien, normalement, il ne devrait plus y avoir de conflit. Alors, je vous avais promis 2 photos. Ça, c'est une photo d'un GANS de CO2ZNO. Alors, j'ai ouvert le bocal et j'ai fait la photo depuis le haut, et on voit le fond avec un magnifique trou. Et là, ce sont les champs qui créent ce trou, hein. Alors, là, voilà, au niveau du cercle, hein. Et à contrario, alors ça, c'est un GANS CO2ZNO, et à contrario, j'ai un GANS de CuO qui, lui, fait une espèce de mamelon, hein. C'est-à-dire que là, vous avez tout le GANS de CuO qui est au fond, ça fait un dôme, et puis ensuite encore une protubérance. Et alors, je ne sais pas si vous les voyez comme il faut, mais je les ai symbolisés. On voit les champs qui sont ici. Alors, je vais revenir sur la photo précédente pour que vous les voyez mieux. Mais on voit en fait les champs qui circulent. Alors j'en avais d'autres et puis je ne sais pas où je l'ai dû les perdre. Là vous connaissez donc notre éthique, hein. Moralité, c'est moralité avec compassion et courage, hein. Et donc bien sûr, ça n'a pas changé depuis 8 jours, l'humanité n'a toujours pas compris la leçon sur la moralité. Donc il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Parce que les transferts d'énergie sont pollués par les transferts qui concernent simplement quelques personnes parmi la population mondiale, et c'est un petit désastre, c'est même un gros désastre, d'autant qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour justement nous perturber notre énergie et même nous la prendre, quoi, hein. Donc on sait que tout ça c'est une énergie vraiment très basse, et il faut vraiment que ça cesse, et on contribue, tout comme Grégory Grabovoy contribue aussi sous d'autres aspects, pour que justement tout ceci cesse. Et donc si vous voulez vous impliquer dans cette nouvelle science, on n'a pas besoin de retourner vers le passé, il faut vraiment qu'on soit tous motivés pour la réussite de tous, hein, et avec un bel état d'esprit. Donc là, si on est dans cet état-là, on agira comme une seule entité, et donc on sera un petit peu comme les couches, les nanos, les formations nano, on sera les uns contre les autres, bien serré, et puis on sera beaucoup plus fort. Voilà, donc quand le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde entier connaîtra enfin la paix universelle. Et ça, c'est un des plus grands souhaits que nous ayons, je pense, tous. La semaine prochaine, nous parlerons des formations étoiles. Alors là, on va se détendre un peu plus quand même, parce que là, c'était quand même assez dense. Et on aura l'occasion de discuter de ça. C'est encore un petit pas supplémentaire par rapport à ce qui se passe dans le carbone et au niveau des cheminements des énergies. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour des questions, à moins que Jean-Sébastien veuille passer sa vidéo maintenant. Ouais, c'est parti pour la petite vidéo.
D'accord. Tu veux que je quitte là? Si tu veux, tu peux la commenter là. ¿Qué traen las llantas? Ok, aquí traemos GANs de la Copa 1. Estos son GANs de la Copa 1. Oh, okay. Y aquí tienen, este es agua de la Copa 1. GANs. 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 1 cup, 1 life, number 2. GANs, 1 cup, 1 life, number 2. Donc voilà, sur son vélo. Et, qui, comme toi, les pulvérisations peuvent vraiment être faites, donc par la création du dôme de la paix, peuvent être faites à pied, en vélo, en voiture, au choix de chacun. J'avais trouvé ça très original. Ouais, c'est écolo en plus. Et en fait, pour les gens qui connaissent pas, eh bien, tous les dimanches, on fait des pulvérisations de One Cup, One Life. On envoie donc ces projections un petit peu partout pour faire du plasma. Voilà, bon, est-ce que vous avez des questions, les amis? Oui, Joël, moi j'aurais une question par rapport au sel Oui, que l'on voit apparaître sur n'importe quelle coupe de GANs, de setup de oui, GANs. oui. Qu'est-ce que tu fais de ces sels? Est-ce que tu les récupères et qu'en fais-tu? Je les récupère pas. Je les laisse faire. J'ai plusieurs coupes qui sont vraiment débordées. Et bon, pour le moment, j'en ai pas l'utilité, quoi. Mais ça sert à, enfin, on Je, pourrait s'en servir pour quoi? je me Je suis sais pas pas. posé la question. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si on peut vraiment saler l'eau avec. Par contre, il y a sûrement un problème puisque les sels, forcément, ils sont dans les champs, ils ont des champs qui sont imprégnés entre guillemets de l'environnement dans lequel ils sont. D'accord. Alors bon, pour Ok. moi, là, je m'en sers pas. D'accord. Alors, Et
Oui, oui, vas-y. Peut-être que si tu fais une one cup, par exemple, que tu as du sel comme ça, si tu dois refaire une one cup, peut-être que ça vaudrait le coup de le faire. Je me suis pas posé la question parce que j'en ai fait beaucoup, beaucoup là. Et à chaque fois, j'ai créé, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas. Là, j'en ai remis en route ce soir, j'en ai mis 3 en route. Bon, ben, j'ai du sel, mais c'est pas grave, quoi. Tu vois, je le casse pas, je touche à rien, quoi, hein. Mm, 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 mm. Ok. Et alors, tu disais par rapport aux acides aminés que on peut, comme tu disais, mettre son doigt et le mettre, À la bouche. le manger. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas dangereux. Non. C'est pas. Ouais, moi je l'ai fait là, hein, plusieurs fois, hein. Je suis encore là, je vous parle, tout va bien, je suis en pleine forme. D'accord, d'accord. Parce que si tu veux, par rapport à cette idée de l'ordre de grandeur Oui, voilà, du gaz, enfin, les acides aminés ont un certain ordre de grandeur oui. qui est plus élevé Nourriture. que notre nourriture ou même nous-mêmes, enfin, Oui, oui, c'est possible. notre corps, C'est tu possible. vois. Donc, voilà, je ne savais pas qu'on pouvait manger des acides aminés. Mais si, apparemment, si. Alors bon, moi quand Monsieur Kesh l'a dit, je l'ai fait. D'accord, Je l'ai fait. d'accord. Merci, merci beaucoup. Oui, Joël, Frédéric à l'appareil. Oui. Est-ce qu'on peut mélanger les acides aminés de différents Non. GANs Non, moi je fais pas ça. Est-ce qu'il y a des acides aminés de GANs qu'il faut éviter de consommer? De certains GANs? Alors attends, de certains types de GANs? non, mais là on parle juste des One Cup, hein, One Cup. Ah d'accord. Ouais, les autres on les consomme Ah pas. d'accord, uniquement les Ah, ouais, acides ouais. aminés des One Cup sont Ouais, consommables, ouais, d'accord. ouais. Ok. Ok. Après, je sais que donc Franck, un de mes copains là, il a fait des gants de nourriture. Et je sais pas trop comment ça marche là, je me suis pas penché sur la question parce que c'est un peu spécial. Et donc lui, il utilise ses gants depuis des années maintenant là. Il se nourrit très peu et il utilise ses gants et je sais pas si il absorbe les acides aminés. Je lui demanderai. D'accord. Enfin, moi je m'en sers vraiment quand on est malade, quand on se coupe. Même pour les animaux, quand ils se font mal, nous on a des animaux qui sont blessés en ce moment, eh bien, par exemple dans la nourriture, on a un chat sauvage qui est vraiment, là en ce moment, il doit se battre ou je sais pas ce qu'il fait, il est blessé de partout, parce qu'on ne va pas l'approcher, donc dans sa nourriture on lui met du CO2 et puis des acides aminés, bien sûr. D'accord. Ça renforce sa guérison. Merci. Joël, je voulais te poser une question. Dans la photo que tu as prise là, je crois que c'était le gant de CUO, Oui, avec la forme en espèce de mamelon. oui. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de la photo ou pas, mais on a l'impression qu'il y a une concentration au milieu, Oui, juste au-dessus du mamelon. oui, oui, je l'ai vu. Et pardon, ce serait une concentration d'énergie, donc Je du sais coup, ça formerait un tore après qui redescendrait sur le côté. Sûrement, mais j'ai vu ça il y a 2 jours, hein, pour rien te cacher. Ah ouais, Et, oh, génial, hein. ben ouais. Ah ouais, Et puis super. et l'autre c'est l'inverse, c'est-à-dire que le champ doit être inversé sur le premier, c'est CO2ZNO, où on a un trou. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, j'ai moins vu sur le premier. Mais tu as, je vais pas repasser ça maintenant à l'écran là, mais Non, c'est pas grave. tu as une corolle de gants et puis au milieu tu n'as rien. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait Ouais, la photo. Ah ouais, merci Joël. De rien. Bon, bah écoutez, je vais vous dire à bientôt. Et puis je vais arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore pour tout. Merci. Maroujou. Merci vraiment. Donc, Merci Joël. À jeudi. Merci Sébastien. Merci à tous.